Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me trouve devant le bâtiment iconique situé à Lyon-Vèze, tout proche des bords de la Saône. Un ensemble immobilier de 13 000 m². Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir le tout nouveau siège de Nexity qui y a regroupé 9 filiales et vient tout juste d'emménager. Je me trouve avec Alexandra Lenormand, directrice de l'immobilier de Nexity, et Jean-Pierre-Antoine Chignard qui a dirigé ce projet. Bonjour Alexandra. Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Pierre-Antoine. Bonjour Lionel. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors Alexandra, expliquez-nous pendant qu'on va commencer à déambuler dans ce magnifique lobby, quels étaient les principaux objectifs de ce projet de nouveau siège pour Nexity ici à Lyon-Vèze. Alors les projets immobiliers de Nexity, ils se veulent l'incarnation de la stratégie du groupe. On est un opérateur immobilier global et finalement notre immobilier il doit refléter ce qu'on sait faire et comme c'est notre métier, c'est d'autant plus important. Nous on imagine que notre immobilier c'est un vrai levier de transformation. Tous nos projets ils portent cette ambition. Et dans notre façon d'approcher les choses, on laisse une place centrale à la compréhension des interactions humaines. Le projet d'Iconic, c'est notre projet le plus ambitieux en région. Il est ambitieux à plusieurs titres. D'abord par son ampleur, parce que c'était presque 600 collaborateurs qu'on a réunis ici. Ensuite par sa complexité, parce qu'on a 9 filiales de métiers très très différents. Ces filiales, elles venaient de localisations très différentes, très disparates. Et ils avaient des modalités d'interaction humaine très très différentes d'une filiale à une autre. Ce projet il s'inscrit vraiment pleinement dans la stratégie immobilière qui a pour vocation de créer de la synergie, de créer de la transversalité, de sorte que finalement on génère de nouvelles idées, on génère de l'innovation. Ce projet il est assez ancien puisqu'il a démarré finalement au cours de l'année 2017. Et à partir de mars 2018, on a commencé à réfléchir à l'ensemble des ambitions du projet et à l'alignement des ambitions de tous les dirigeants de nos fameuses 9 filiales. Et cet exercice-là, on l'a fait de mars 2018 jusqu'à l'été 2019. Donc ça a été un exercice très long, mais c'est un exercice qui est indispensable, qui est un vrai facteur clé de succès, parce que c'est ce qui sous-tend tout le projet. Voilà, là on entre dans l'espace restauration et pour vous dire, la vérité, ça sent très très bon. Du coup, Jean-Pierre-Antoine, vous êtes arrivé courant 2020, c'est ça? Tout à fait, en avril 2020. Voilà, en avril 2020 dans le projet. Comment ça s'est déroulé entre avril 2020 et maintenant, c'est-à-dire l'emménagement qui a eu lieu quand d'ailleurs, qui est tout récent? Sur fin d'année 2022, au mois de novembre. Voilà. Comment ça s'est déroulé là sur cette phase? Il faut bien avoir en tête que c'est un projet sur le long terme et qu'il a fallu le rythmer pour qu'en termes de communication, les collaborateurs puissent avoir de nouvelles informations au fur et à mesure. On les a également beaucoup sondés, on les a écoutés pour connaître leurs freins et les opportunités qu'ils voyaient dans ce projet. Alexandra, est-ce qu'il y avait aussi dans le projet un enjeu pour attirer, fidéliser finalement les collaborateurs? Alors ça, c'est vrai que c'est présent sur tous nos projets et c'est d'autant plus présent dans le moment. Le sujet de la rétention des talents, de l'attractivité pour les nouveaux talents, ça nous anime sur tous nos projets immobiliers parce qu'on sait que c'est un des leviers qui fait qu'on va donner envie de nous rejoindre. Donc on attache une attention toute particulière à vraiment écouter le corps social, écouter les collaborateurs, comprendre leurs besoins, pouvoir y répondre en faisant le pari que s'ils sont bien là où ils sont, ils en parleront positivement et ça contribuera à la qualité de notre parc employeur. Sébastien, quels ont été les points forts du projet selon toi? La communication et finalement la gouvernance. On sait bien que ce genre de projet se réalise sur le temps long. C'est très important de bien figer la gouvernance dès le début du projet. La co-construction était un point d'entrée quand même du projet. On a mobilisé une soixantaine de collaborateurs représentant les 9 filiales. On a créé un événement un peu phare sur le projet, c'était de prototyper les futurs environnements de travail de Nexity. Et pour ce faire, on a réuni les 60 collaborateurs sur le site, mais le site en chantier. Ça a facilité finalement l'appropriation. Même si le projet n'était pas fini, les collaborateurs ont pu s'imaginer dans le futur de leurs espaces. Ça fait partie entièrement de la conduite du changement, c'est-à-dire de s'approprier les futurs aménagements de travail et de travailler avec les différents collaborateurs aussi et les différentes entités qui ne se connaissaient pas et qui ont pu travailler ensemble. Alors Sébastien, il y avait une autre originalité dans ce projet. Vous avez travaillé avec un prix maximum garanti. Alors qu'est-ce que c'est? Le PMG, dans son acronyme dans le monde de l'immobilier,
Ça a été dès la phase de consultation de l'aménageur, ça a été de fixer le prix maximum garanti du projet. Alors l'originalité, c'est que on ne savait pas quel serait l'environnement de travail final. Et donc ça, c'est une relation de confiance finalement qu'il faut lier. Ça veut dire qu'on s'interdit de dépasser un certain prix qui est calculé comment, au mètre carré par exemple? Exactement, c'est ça. On a fixé un ratio prix mètre carré sur la surface entière du bâtiment. Et donc là, on est en transparence des prix avec notre client. Marion, il y avait aussi un enjeu fort en termes d'identité. On l'a vu, 9 filiales qui ne se connaissaient pas forcément, qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Donc un enjeu en termes d'identité globale, unifier cette identité, et puis aussi que chaque filiale garde un peu son identité, c'est ça? C'est exactement ça, parce qu'en fait, finalement, mettre 9 filiales au même endroit, c'était mettre 9 entreprises avec leurs cultures qui leur sont propres et tout ce qui va avec. Titre d'exemple, ce qu'on obtient comme espace à la fin, c'est un showroom pour des particuliers en rez-de-chaussée. En dehors du showroom, on a aussi un espace qui s'appelle le Fab Lab, là c'est chez Studéa. C'est une zone d'expérimentation pour leur résidence étudiante. Donc c'est vrai que ça fait des espaces un peu atypiques qu'on n'imagine pas forcément dans du tertiaire lambda, mais on avait aussi des choses en commun à mettre puisque c'est un regroupement. Le meilleur exemple qu'on ait sur le projet, c'est au niveau des plateaux de bureau. Chaque plateau de bureau a une petite maison qui est en fait un petit espace collaboratif qu'on a placé vraiment comme le petit clin d'œil, on va dire, au métier de l'immobilier qu'on a de manière générale chez Nexity, puisque tous les métiers qui sont ici sont quand même liés à l'immobilier. J'ai vu aussi beaucoup de références à la ville de Lyon. On est ici d'ailleurs dans quel espace? On est au 4e étage, donc alors notamment ce fameux 4e étage, parce que c'est quand même un peu spécifique dans le projet, c'est un espace qui en fait n'est pas dédié à une filiale, mais c'est un espace qui est commun à tous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de particulier mis en place pour justement marquer cette identité, soit globale, soit spécifique? On a surtout posé la question en fait aux collaborateurs, ou du moins à un panel de collaborateurs Nexity, et on a des choses qui sont ressorties systématiquement. Alors le végétal, le côté sérénité, on voulait des endroits dans lesquels on se sent bien. Quels ont été au final les grands principes d'aménagement que vous avez retenus? Est-ce qu'on est en flex, pas en flex par exemple, c'est le grand sujet du moment. On avait 5% pour les bureaux individuels. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et tout le reste, c'est du bureau ouvert, enfin de l'espace ouvert, pardon, soit du collaboratif, soit de la salle de réunion. Est-ce qu'il y a eu un traitement particulier réalisé en termes, je sais pas, de confort thermique, acoustique? L'acoustique, c'est souvent un sujet. Plus on ouvre, plus peut-être il faut travailler ce sujet-là, non? C'est ça. En fait, c'est souvent un sujet. Et ce qui est pas mal avec le travail qui a été fait, notamment au niveau du mobilier, c'est qu'on a pu quand même créer un peu des cocons. Ça peut être du mobilier aussi juste visuel, des choses qui viennent casser un peu les circulations. On a utilisé toutes les astuces qu'on connaît pour justement atténuer le fait d'ouvrir les espaces et utiliser quelques bureaux individuels qu'on mettait pour venir un peu fractionner et créer naturellement des sortes de zones, même si les espaces restent ouverts. Les services n'ont pas été oubliés avec une réception de type hôtelier, des animations, de beaux espaces de restauration, avec même un piano pour l'ambiance, un espace réservé au support informatique ou encore une bibliothèque partagée. Mention spéciale pour les supports présentant toutes les informations nécessaires à l'utilisation des salles de réunion. Pour terminer, je voulais partager avec vous les coups de cœur de la rédaction. On a beaucoup apprécié les terrasses et la verdure environnante qui dégagent l'esprit, la lumière qui baigne tous les espaces, le PMG, le prix maximum garanti qui oblige à beaucoup de dialogue, de transparence et de confiance entre les parties, les couleurs douces et apaisantes qui contrebalancent une architecture et des lignes très dynamiques. La variété des positions de travail comme des formes et des équipements qui répondent à des usages différents. Cela crée un environnement de travail pas du tout standardisé et casse l'impression laissée par ces grands open space impersonnels et où vous êtes en permanence sous le regard des autres. C'est un aménagement vraiment très réussi. Enfin, on décerne des prix spéciaux à l'espace Fab Lab chez Studéa, très réussi, et à la bibliothèque qui joue vraiment son rôle d'espace de retrait et de détente.